Merci de l'invitation et de l'opportunité de présenter ma trousse de survie pour une gestion des données qui ne s'applique pas uniquement à la santé, mais à toutes les organisations. Je dis ça parce que vous allez certainement voir des lois dans le paysage dont je ne vais pas parler, parce que je n'ai que 20 minutes. Donc, je vous donne un avant-goût de ma trousse de survie pour les organisations à l'ère numérique en abordant des points qui semblent centraux pour se mettre en conformité. Mais vous voyez, le nom, c'est une gestion des données conforme. Donc, on respecte la loi, mais aussi éthique. On va au-delà de la loi parce qu'on veut bien agir avec les données personnelles que nous collectons, que nous retrouvons dans nos organisations. Alors, pourquoi la gestion des données, elle est si importante? Vous savez, il y a une quantité croissante de données qu'on collecte et souvent, on surprend les gens quand on leur parle de toutes les données qu'ils collectent. Ce n'est pas seulement des choses liées à les formulaires de contact, mais c'est aussi les cookies. Vous savez, maintenant, les fameux pop-up qu'on voit quand on arrive dans les sites internet, tout refuser, tout accepter, quelle gestion des données, quel type de données on collecte, c'est quand même assez complexe. Et là, si on rentre dans le domaine de la santé, c'est encore plus difficile parce que si on parle de données sensibles, et au niveau de la loi, maintenant, ça demande des consentements explicites, express, donc c'est encore plus compliqué pour nous de collecter des données bien les gérer. Et puis, on parle des informations bancaires. Donc là, on rentre dans des questions de cybersécurité, des implications très concrètes en matière de sensibilité. Donc, c'est le message principal, c'est on a de plus en plus de données et souvent, on ne sait pas très bien quoi faire avec. On les détruit, on les conserve, combien de temps? Est-ce qu'on a besoin d'un consentement? C'est difficile. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les gens ne font pas confiance pour garder leurs données personnelles. Malheureusement, quand on demande aux Canadiens, et au Québec, c'est la même chose. Pensez-vous que les entreprises prennent bien soin de vos données personnelles? Il y a presque la moitié qui dit j'ai un peu des doutes. Donc là, c'est en fait un contrat de confiance à bâtir et à rendre pérenne sur le long terme. Et les médias ne nous aident pas parce que quand il y a des événements type cyberattaque, intrusion, eh bien ça en fait contamine tout le secteur. Donc, par exemple, quand on demande aux gens avez-vous confiance dans l'utilisation de vos données personnelles de santé pour la recherche, ils parlent de Desjardins. Donc, vous voyez, c'est transsectoriel, les effets de réputation, malheureusement, parce que ça impacte les chercheurs qui ont des difficultés pour accéder aux données. Alors, il y a des principes stricts pourtant à respecter. Alors, on parle souvent du droit à la vie privée qui est central, qui est dans la charte canadienne, la charte québécoise, le code civil. Mais l'état mort du système de protection des données au Québec, c'est le consentement. Et il y a de plus en plus d'implications différentes avec la loi 25, je vais y aller très rapidement, mais qui parlent d'un consentement spécifique, éclairé, donné à des fins très, très concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle aussi maintenant de données sensibles qui demandent un consentement express. On parle aussi de critères de nécessité, de proportionnalité. Je ne vais pas aller dans le cœur de la loi, mais pour dire qu'il y a de plus en plus d'implications assez difficiles à comprendre pour les organisations. Et je vais vous parler de la loi 25. Vous devez tous en avoir entendu parler hein, parce qu'il y a eu beaucoup de communication du gouvernement. Il y a même un site internet qui s'appelle maintenant Ma loi 25 pour accompagner les organismes avec du conseil. Mais ils ont tellement de sollicitations qu'ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Donc, heureusement pour mon entreprise, hein, je vous dirai. Mais c'est quand même assez difficile. Ça a été mis en place en septembre 2021 avec une mise en application échelonnée sur 3 ans, tellement il y avait de choses à mettre en œuvre pour les organisations publiques et privées. Et pour les renseignements de santé, vous devez le savoir, en avril dernier, donc 2023, a été adoptée la loi 5 sur les renseignements de santé et de services sociaux et elle entrera en application ce printemps. Donc encore des choses à faire pour pour être en conformité avec les législations en matière de renseignement personnel. Puis je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement les obligations de la loi dont je vous parlais, mais aussi l'éthique. Donc, c'est-à-dire être responsable et faire une utilisation bienfaisante des données, mettre en place des infrastructures de sécurité. Donc, on a une experte ici, on a de la chance. Être transparent dans les usages, bien informer les gens de qu'est-ce qu'on fait de leurs données, avec qui on les partage, combien de temps on les conserve, etc. Tout ça, parfois, ce n'est pas obligatoire de le mettre dans une politique de confidentialité, mais c'est une bonne pratique éthique. Et la confiance, j'aime bien dire que c'est comme une feuille de papier. D'accord? Donc, quand on va les froisser, on le voit. Donc, il faut après reconstruire, rebâtir un lien de confiance. Les données vont fuiter, il y a une intrusion, vous n'avez pas informé les personnes. Ça a une implication sur la réputation de l'organisation, qu'il soit privée comme publique. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention en matière de gestion des données. Alors, je vous disais, moi, je vais vous présenter Express, une boîte à outils.
On trouve ça outil au Québec. Hein. Vous avez compris, je suis française, donc vous allez me pardonner des emplois un peu abusifs. Donc, une trousse à outils en gestion des données. Alors, idéalement, j'aurais 40 minutes. J'adorerais m'appesantir sur chaque outil. Mais là, on va le faire de façon très, très express. Donc, premier outil qui me semble important, c'est la gouvernance des données. C'est la manière dont on va décliner les responsabilités dans une organisation en matière de gestion des données. Et là, je prends tout de suite un article de la loi 25. Donc, depuis le 22 septembre 2022, normalement, vous avez un responsable de la protection des renseignements personnels dans votre organisation, pour tous les secteurs. Il doit être nommé, tout le monde doit le savoir, et même tout le monde doit le savoir au niveau du public. Il doit être sur le site internet d'une organisation. Et dans le secteur public, il faut qu'il y ait un comité d'accès à l'information et protection des renseignements personnels. Normalement, dans les SUS, les SIS, les CHU, ce comité avait été mis en place. Il n'est pas obligatoire dans le secteur privé, mais c'est indispensable de savoir qu'il doit exister, se renseigner. Il a dû produire de tonnes de politiques, donc devait être informé. La gouvernance des données, c'est décliner des rôles et des responsabilités. Qu'on parte d'une gouvernance vraiment réduite dans des petites startups vers une vraie pyramide qui décline les responsabilités du Chief Data Officer vers les gens qui sont les stewards, qui vont s'occuper des bases de données, de leur collecte, de leur gestion, de leur conservation, de la destruction. Ça peut être complexe dans les grandes organisations, mais il faut commencer tout petit, en déjà assigner, bon, c'est qui, qu'est-ce que vous collectez, qu'est-ce que vous en faites, etc. Alors, ce que nous dit la loi aussi, c'est qu'il faut des politiques et des pratiques qui informent les personnes dont vous allez collecter des données de ce que vous en faites. Donc, les règles sur la conservation et la destruction, les rôles et responsabilités dans leurs organisations, les processus de plainte, etc. Tout ça doit être rendu public. Ça peut être difficile à faire, mais si vous avez des comités d'accès, informez-vous dans l'organisation publique de ce qu'ils ont fait. Et dans le privé, il faut une politique de confidentialité. La bonne nouvelle, c'est que, je crois que c'était ce mois-ci, le gouvernement du Québec a produit son règlement sur les politiques de confidentialité. Je vous invite à regarder. Il décline ce que doit contenir une politique de confidentialité. Alors, ça s'applique à tout le monde. Vous voyez, même moi, mon entreprise, elle doit avoir une petite politique de confidentialité sur un site Internet. Si vous êtes une organisation et que vous ne l'avez pas encore, vérifiez quand même des informations qui sont dedans. Parce que, selon le gouvernement, s'il manque une information, vous n'êtes pas en conformité. Deuxième outil. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'essaie. Voilà. Inventorier et catégoriser les données. En fait, quand moi, j'accompagne une organisation, que ce soit publique, à but non lucratif ou privé, dans la mise en conformité, je dis il faut faire un recensement. Quelles données vous collectez? Quel système de gestion, de collecte vous utilisez pour entreposer les données? C'est quoi vos fournisseurs qui vont aller faire du stockage, vous aider pour la gestion des données, la gestion des responsabilités? C'est quoi les utilisations que vous faites? Ça peut vraiment dépendre en matière de consentement, c'est l'utilisation primaire, secondaire, c'est consenti ou pas, vous avez des exemptions. Et c'est qui les personnes en charge dans l'organisation? Alors après, on essaiera de partager cette présentation parce que ça m'a pris tellement de temps pour que je fasse cette diapositive. Je pense qu'elle est utile. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui et ils sont mal connus parce qu'on les connaît parce qu'ils sont en recherche, mais ils sont utiles pour toutes les organisations. Par exemple, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada a bâti un cadre de classification des données sensibles qui permet de dire à chaque type de niveau de sensibilité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un trésor, c'est en ligne, c'est une ressource ouverte. Je vous invite vraiment à la consulter. Une autre chose, c'est le fameux guide d'accompagnement de la Commission d'accès à l'information sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Ça va être un peu compliqué de dire quand est-ce qu'il faut faire une EFVP, c'est son acronyme, mais si vous faites une utilisation secondaire des données et que vous ne pouvez pas avoir le consentement des personnes, vous entrez dans l'obligation de faire une EFVP, que ce soit privé, public, et là, tout se complique. Mais la CAI nous a fait un super guide d'accompagnement avec de multiples pages à lire pour bien conduire une EFVP. Bonne lecture. Troisième outil, prévenir et gérer les incidents de confidentialité. Donc là, on est vraiment dans de la prévention. Alors, selon la loi, maintenant, il faut avoir un registre des incidents de confidentialité. Et s'il y a un incident, donc ça peut vraiment être tout usage non consenti, non prévu, c'est vraiment très large, un incident de confidentialité. Il faut prévenir la personne concernée s'il y a une implication là, pour sa vie privée, et la commission d'accès à l'information. Donc là, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il faut quand même au moins qualifier l'incident et le mettre dans un registre. En fait, on voit que le gouvernement du Québec nous aide pour définir si c'est un incident de confidentialité ou pas. Donc là, c'est des outils que j'ai vraiment explorés sur le net. C'est bien expliqué, il y a un algorithme décisionnel pour dire est-ce que ça engendre un préjudice sérieux, oui, non, que faire. Très utile pour toutes les organisations. Et il y a beaucoup d'outils qui existent aussi en prévention sur le web. Donc là, je vous donne des balises qu'on avait construites avec une organisation sans but lucratif pour les employés. Donc maintenant que le télétravail, les incidents de cybersécurité ont explosé avec les accès à distance de fichiers, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire basiquement? Il faut faire de l'information, de la sensibilisation. C'est aussi prévu dans la loi. On demande à qu'une organisation ait des dispositifs pour informer et sensibiliser ses employés.
Et c'est demande des passeports forts, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis incompétente dans le détail. Mais dans le sens où passer par la cybersécurité, c'est pas forcément faire un audit 360 et mettre en place plein d'applications, il faut faire de la formation en continu. Mon outil 4, c'est le respect du consentement, donc l'étalon or de notre système. Et là, les obligations sont nombreuses, difficiles, très discutées. La Commission d'accès à l'information a publié juste une notice sur qu'est-ce qu'un consentement acceptable selon la loi. Là, il faut s'accrocher. Donc, c'est très difficile d'avoir un consentement acceptable aujourd'hui. Il faut être extrêmement spécifique, par exemple. Si vous collectez des données, il faut vraiment dire aux gens pour quelle fin. Et si la fin est différente, il faut aller retrouver ce consentement. Donc ça va être très clair. Avant, on allait sur un site, on avait le fameux pop-up. Acceptez-vous toute utilisation possible ad vitam aeternam de vos données. C'est illégal. Donc, il faut absolument dire aux gens ce qu'on fait de leurs données. C'est sûr, je vous dirais, beaucoup d'organisations sont pas conformes aujourd'hui. Mais le jour où la Commission d'accès à l'information va vraiment faire des investigations, voir tous les moyens qu'elle demande, ça risque d'engendrer énormément d'amendes. On le voit par exemple en Union européenne avec le Règlement général de protection des données. Donc, il y a plein d'implications sur le consentement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous dis juste que la bonne chose à faire, là c'est une petite capture d'écran de mon site internet, c'est à chaque fois que vous faites une collecte, même si vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il faut un consentement ou pas, ça rentre peut-être dans vos activités, demandez aux gens, ok, vous venez me donner ces informations, sachez que je vais les conserver, les utiliser selon telle politique, il y a un petit hyperlien, et puis là vous indiquez, je ne collecte pas tout sur vous, je conserve tant de temps, si vous voulez que je détruise vos informations, contactez-moi à ce courriel, c'est la base. Il y a plein de droits à respecter maintenant qui sont déclinés à travers la loi, on ne les connaît pas tous. Vous devez donner le droit aux gens de rectifier leurs données, de les effacer, de connaître le temps de conservation, de connaître les usages, d'être informé de l'utilisation d'une technologie comme l'IA. Ça, c'est dans la loi. Donc, des choses à prendre en compte. C'est sûr que ça peut être un peu intimidant, mais ce n'est pas impossible à faire. Et puis, les organisations voient tout de suite les bénéfices en termes de confiance. 5e outil, j'en ai 6. C'est les pratiques d'IA. L'intelligence artificielle, en ce moment, est beaucoup en débat, vous avez dû le voir, mais il y a quand même certaines mentions de l'IA dans la loi qui a été adoptée. Donc, à compter du 22 septembre 2023, on est passé par là. Il faut que toute organisation qui, en fait, utilise un algorithme qui va entraîner un traitement automatisé d'informations personnelles, par exemple, pour de la sélection de candidats pour un CV, si vous faites de la priorisation, vous utilisez un robot qui a des implications sur une prise de décision, il faut informer les gens que vous avez utilisé cette IA et leur permettre de réviser cette décision. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre organisation. Ça, c'est la base de la loi. Mais il y a plein d'autres choses à faire pour bien se comporter en matière d'intelligence artificielle. Vous avez vu avec ChatGPT, il faut avoir un esprit critique pour ne pas faire trop d'hallucinations, des erreurs, pour avoir des implications dans la vie des gens. Et donc là, on est très bien doté au Québec. On a la Déclaration de Montréal sur l'IA responsable. Il y a même une charte des données numériques pour la ville de Montréal. Je ne sais pas si vous en connaissez l'existence, elle est vraiment formidable. Et puis dans la Déclaration de Montréal, il y a des principes, des sous-principes. Il y en a qui sont moins connus, comme le principe de participation démocratique, qui demande à faire de la transparence dans le développement de l'IA, à impliquer les parties prenantes du co-développement, de la co-création. C'est très porteur, c'est une bonne lecture, et vous pouvez même être co-signataire comme organisation de cette déclaration. 6e outil, je vais rentrer dans les temps. Ça, c'est mon outil favori. C'est l'outil où, disons qu'une fois qu'on a tout fait, qu'on est épuisé, et là, on va pouvoir se plonger dans ce que j'appelle l'information et l'engagement des parties prenantes. Donc, on utilise bien les données, on a demandé un consentement, on a l'impression d'avoir toutes les politiques qui sont demandées, on a fait un registre des incidents, des plaintes, etc. Puis, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux informer les gens de ce qu'on fait de leurs données de façon claire, compréhensible et inclusive? Ça s'appelle l'information et l'engagement des citoyens. Alors, dans le domaine de la santé, on commence de plus en plus, et puis j'adore représenter cette infographie. Vous devez le voir là très bien. En fait, il existe une organisation à travers le Canada qui s'appelle le Réseau de recherche sur les données. Et ils ont demandé à leur comité consultatif du public, qui est formé de patients partenaires, de bien illustrer pour le public comment on peut utiliser les données personnelles de santé des gens et créer des bénéfices. Et il y a une graphiste qui a travaillé avec eux pour présenter des petites infographies comme ça et dire, regardez, le registre des données médicales, c'est ça. On peut sauver des vies en utilisant vos données de santé. Donc, faire vraiment de l'éducation et de la citoyenneté numérique. Toute organisation est responsable de ce type d'éducation parce que pour l'instant, au niveau du gouvernement, il n'y a pas une grande action de littératie des données. Donc, on est tous responsables de cette sensibilisation pour créer justement de la confiance entre l'usage des données et éviter qu'on cite des jardins à chaque fois.
Il y a plein d'organisations à l'étranger. Moi, c'est mon organisation favorite. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la santé, qui est la majorité des gens ici, si vous ne connaissez pas encore Understanding Patient Data, sachez que c'est mon modèle, ever. Donc, c'est une organisation qui est dédiée à la littératie sur les données de santé, fondée par le Royaume-Uni. C'est la première au monde. Elle fait des infographiques, des mini-vidéos pour expliquer aux patients ce qu'on fait de leurs données personnelles. C'est tout en code ouvert. Si vous voulez le traduire en français, je suis déjà partenaire. Voilà, alors ma synthèse, c'est qu'il y a 6 outils, en fait, il y en a beaucoup plus, mais disons que c'est la trousse de survie que je vous propose aujourd'hui pour une gestion des données qui est non seulement conforme, mais qui est aussi éthique et responsable. Alors, merci de votre attention, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis je serai ravie de répondre à vos questions.